La dette publique, encore et toujours la dette publique. Il faut moins de dette publique. Dette publique, dette publique, dette publique. Oui, on a compris. Mais en effet, il y a de quoi la prendre au sérieux, cette fameuse dette publique. Son impact est mondial, et rares sont les pays qui ne sont pas sévèrement touchés. La preuve, la dette publique mondiale n'a cessé d'exploser au cours de ces dernières décennies. Mais pourquoi autant de dettes? Que faudrait-il faire? Il faut moins de dépenses publiques. Plus de compétitivité, un plan d'austérité, tout privatiser. Oula, doucement, vous en êtes bien sûr? Déjà, comment expliquez-vous que autant de pays soient endettés à ce point-là? C'est bizarre quand même. Et pourquoi ne parlez-vous pas du système des réserves fractionnaires? De la création monétaire par le crédit? Ou de l'article 123 du traité de Lisbonne? Il me semble que c'est important. Hein, quoi? Hein? Je vois, vous ne savez pas ce que c'est. Eh bien, dans ce cas-là, il va falloir que je vous explique. L'économie, c'est comme une baignoire. La monnaie est son eau. La règle est de la remplir avec la bonne quantité. Ni trop, ni pas assez. Quand une économie est en croissance, c'est comme si la baignoire grossissait. Il faut donc rajouter de l'eau, c'est-à-dire créer de la monnaie. Donc une première question s'impose. Comment est créée la monnaie? Les robinets de l'économie, ce sont des banques très particulières, normalement publiques, que l'on appelle les banques centrales. Elles peuvent créer et détruire la monnaie à volonté, et donc remplir ou vider l'économie. La monnaie créée par ces banques s'appelle la monnaie centrale. Mais, petite astuce, il existe un deuxième robinet, constitué des banques commerciales, c'est-à-dire les banques privées. Cependant, ce robinet fonctionne d'une manière un peu particulière. Je vous explique. Lorsque l'on fait un emprunt dans une banque, la plupart des gens s'imaginent que la banque donne une partie de l'argent qui est dans ses coffres. Eh bien, pas du tout. La banque va en réalité créer l'argent qu'elle prêtera par une simple écriture comptable. Cet argent sera détruit au fur et à mesure que le prêt sera remboursé. Ce procédé se nomme tout simplement la création monétaire par le crédit. Pour savoir lequel de ces deux robinets coule le plus fort, il faut connaître les règles qui permettent de les tourner. Première règle, l'article 123 du traité de Lisbonne. Il fut un temps où les États se finançaient auprès de leur banque centrale et faisaient donc couler le premier robinet. Autrement dit, les banques centrales créaient l'argent dont les États avaient besoin pour combler leur déficit. Ce que l'on appelle aussi faire tourner la planche à billets. Mais l'abus de cette pratique à des fins généralement électorales provoquait par moments une inflation importante. C'est pourquoi, depuis les années 70, influencés par le monde financier, les États s'interdirent le recours aux banques centrales. Cette interdiction existe toujours et est aujourd'hui visible dans le traité de Lisbonne, signé par tous les membres de l'Union européenne, sous l'article 123. Les États ne peuvent donc plus faire couler le premier robinet. Ils utilisent alors le second. Cela veut dire que pour combler leur déficit, les États font désormais des emprunts auprès du marché financier, et plus particulièrement auprès des banques commerciales. Deuxième règle, les réserves fractionnaires. Tout comme les États, les ménages et les entreprises font aussi leurs emprunts auprès du marché financier. Cela garantit alors pour les banques commerciales beaucoup d'argent à prêter en perspective. Mais disposent-elles de suffisamment de fonds pour cela? A priori oui, car comme nous l'avons vu, les banques commerciales créent l'argent qu'on leur emprunte. Mais il existe une limite, que l'on appelle le taux de réserve. La création ne peut avoir lieu que si la banque possède une certaine quantité de monnaie centrale. Cependant, cette limite est franchement souple, puisque, au final, les banques commerciales peuvent créer et prêter plus de 6 fois ce qu'elles possèdent en monnaie centrale.
Et si malgré cette souplesse, elles sont tout de même à court, pas de souci, puisqu'elles sont autorisées à emprunter autant que nécessaire auprès des banques centrales. Cela laisse donc pas mal de liberté au second robinet. Ce système plutôt méconnu s'appelle le système des réserves fractionnaires. Il est pourtant répandu dans le monde entier. Trêve de robinetterie, revenons à la baignoire. Nous venons de voir que le premier robinet ne sert plus aujourd'hui qu'à alimenter le second. En d'autres termes, la monnaie centrale ne sert plus aujourd'hui qu'un rôle de régulation pour les banques. On peut donc comprendre que la baignoire est alors totalement remplie de la seconde eau. Autrement dit, la totalité de la monnaie en circulation prend désormais son origine dans les crédits accordés par les banques. En effet, l'essentiel de la monnaie est de la monnaie dite scripturale, c'est-à-dire de la monnaie issue du crédit. Or, il y a un problème avec cette eau. Elle s'évapore. Et oui, puisque la monnaie provient du crédit, elle disparaît quand ces mêmes crédits sont remboursés. Il faut donc sans arrêt refaire couler le second robinet pour garder la baignoire pleine. C'est-à-dire que les États, les ménages et les entreprises doivent sans cesse emprunter auprès des banques pour que l'économie fonctionne. Deuxième problème, cette eau coûte très cher. En effet, les crédits accordés par les banques s'accompagnent d'un taux d'intérêt servant à rémunérer la banque. Il faut par conséquent payer perpétuellement des intérêts sur cette monnaie scripturale qui remplit l'économie. Et je peux vous le dire, cela représente un sacré pactole pour les banques et leurs créanciers. Et un sacré manque à gagner pour tous les autres. On va voir combien ces fameux intérêts peuvent coûter avec un exemple concret. L'énorme dette publique française. Respectant les règles qui ont été décrites, l'État français ne fait plus appel à sa banque centrale et paye donc des intérêts depuis 1973. Lorsque l'on somme ce qui a été payé en intérêts seul depuis cette date, on obtient le nombre remarquable de 1400 milliards d'euros. Pourquoi remarquable? Parce qu'il est très proche d'une autre somme, la dette publique française actuelle, qui a augmenté sur cette même période de 1350 milliards d'euros. En clair, ce qui fait grossir la dette, ce sont tout simplement les intérêts de cette même dette. Et n'oublions pas qu'il ne s'agit ici que de la dette publique. La dette des entreprises commerciales françaises, par exemple, elle, est aujourd'hui de 7000 milliards d'euros. Les raisons d'un tel florilège de dettes publiques et privées partout dans le monde sont maintenant plus claires. En effet, une grande partie des pays de la planète baignent dans le même bain, à devoir faire des emprunts et payer des intérêts pour faire fonctionner leur économie. Pour rembourser ces emprunts et ces intérêts, il faut faire d'autres emprunts plus importants, qui amèneront d'autres intérêts plus importants aussi. On aboutit donc de cette manière à une dette qui se nourrit d'elle-même, et grossit, inévitablement. Vous avez déjà dû entendre que la dette publique est provoquée par une mauvaise gestion des dépenses de l'État, ou un manque de compétitivité, et que la seule manière de la résorber est de privatiser l'économie ou d'appliquer des plans d'austérité. Eh bien, sachez que ce sont des conneries. Il est mathématiquement impossible de résorber l'ensemble des dettes publiques et privées sans aborder la question de la création monétaire par le crédit avec intérêt, puisqu'elles en sont les causes naturelles. Si vous voulez résorber la dette, le premier prérequis indispensable est d'arrêter de faire couler le second robinet pour remplir la baignoire et d'utiliser plutôt le premier à bon escient. C'est-à-dire limiter le pouvoir de création monétaire aux seules banques centrales. C'est le seul moyen d'obtenir un système monétaire qui n'auto-alimente pas sa propre dette. Il y a une quarantaine d'années, les États se sont interdits l'accès à leur banque centrale sous prétexte que le premier robinet était parfois utilisé de manière abusive.
Nous sommes arrivés aujourd'hui à la situation inverse, où le premier robinet manque cruellement et un autre l'a remplacé, remplissant l'économie de dettes impossibles à rembourser. Tout cela, ne l'oublions pas, au profit des grandes banques et de leurs créanciers. Je trouve déplorable qu'un sujet si crucial ne soit ne serait-ce que débattu par la classe politique, ni ne soit jamais traité dans les grands journaux. Merci de votre attention.